Et je vais maintenant donc le projeter. Hop, voilà. Voilà, nous y sommes. Tout ça. Donc, je résume. Hein. 3 amis ayant obtenu un diplôme de diététicien depuis 2015 ont pour projet d'ouvrir leur propre entreprise. Le projet est le suivant, la confection de menus complets bio, entrée, plat, dessert et de façon équilibrée. Elles souhaitent proposer une offre différente sur le marché des plats emportés, à savoir utiliser les produits faits et promouvoir les producteurs locaux. L'offre s'adresse, donc là, on a déjà dans la première partie, vous voyez, du cas, on vous dit quel est le produit que l'on va vendre. Dans la deuxième partie, quelle est la cible que l'on entend atteindre. Elle souhaite s'installer dans le quartier du centre de Toulouse, à proximité de la fac. Les clients peuvent commander aussi par téléphone et venir retirer sur place leur plat. Les 3 amis veulent se positionner sur le marché de la vente à emporter et se demandent si le marché est porteur. Donc, d'abord, on va répondre à quelques questions. Présenter les principales caractéristiques de l'offre et de la demande du marché de la vente à emporter. Donc, si vous avez lu le document qui concerne le snacking, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce marché de la vente à emporter? Qu'est-ce que vous en pensez? Et quels sont les points principaux de ce marché? Moi, j'ai lu le document et j'ai trouvé que les points principaux, c'était déjà que ça devait être rapide. Euh, Là, vous me parlez du produit. Donc, effectivement, mais ça doit être rapide. Allez plus loin dans votre réflexion. Pourquoi ça fonctionne? Vous êtes d'accord avec moi que le document nous dit que voilà, c'est un marché qui est en pleine expansion et qui fonctionne. Et de toute façon, on le voit nous, puisque depuis fleurit toutes sortes d'enseignes qui proposent des plans emportés, Pourquoi ça marche? Ça marche parce que les gens, ils ont plus ou ils ne prennent plus le temps de s'asseoir pour manger. Exactement. Vous avez vu on vous dit que grosso modo, avant, on prenait pratiquement 1 heure et demie pour manger. Donc, on avait le temps d'aller au resto ou bien même de rentrer chez soi. Et qu'aujourd'hui, les pauses repas sont de moins de 30 minutes en moyenne. D'accord? Et qu'à partir de là, pour répondre aux besoins, le marché s'est adapté, le producteur et le vendeur se sont adaptés à la demande du client, et à partir de là, on a proposé beaucoup plus de plats emportés. Ça, c'est la première chose. Donc, un marché qui est en pleine expansion. Pourquoi? Parce qu'il répond à un besoin de rapidité. Ça, c'est une bonne chose qu'il fallait remarquer et qu'il fallait donc effectivement mentionner ici. Ensuite, est-ce qu'il y a encore de la place? Qui sont les acteurs du marché aujourd'hui? De ce marché-là, vous voulez dire? Oui, Ben, il y en a plein. il y en a Il y plein. a, il y a déjà juste les restaurants. Voilà. Après, tout ce qui va être boulangerie et tout ça. Il Mhm. y a même des petites épiceries. D'accord. Donc, qui ont une autre activité dont c'est l'activité annexe. On a des enseignes dont c'est l'activité principale. Principales, oui. McDo, enfin, inutile de les citer, vous les connaissez. Ensuite, des enseignes dont c'est l'activité annexe. Et ensuite, qui est-ce qu'on a aussi qui se positionne sur ce marché? La GMS, ça vous parle? C'est quoi la GMS? Je sais pas. Les supermarchés, entre guillemets. D'accord? C'est grande Ok. et moyenne surface. D'accord? C'est les supermarchés. Ah oui, c'est comme Monopoly, quoi. Voilà. Voilà. Ok. Grande et moyenne surface, exactement. Eh ben, pour les Lillois, je crois que les Lillois sont parmi nous ce soir, on a à 30 mètres, même pas à 30 mètres, hein, pratiquement à 10 mètres du campus, on a un carrefour. Voilà, Carrefour City, exactement. Et aujourd'hui, Carrefour City, avant le confinement, Carrefour City proposait carrément un salade bar. Donc, bien sûr, à emporter. Plus ils ont un rayon complet.
de snacking. Alors, pour y avoir été pas mal de fois aussi, parce que voilà, pas le temps de manger, hop, un paquet de pâtes à réchauffer, un sandwich, une salade déjà toute préparée. Donc, il y a vraiment euh, une adaptation de tous les acteurs, de beaucoup d'acteurs plutôt, parce qu'il y a de la place sur ce marché. Vous avez noté aussi dans le document qu'aujourd'hui, bien qu'on pense qu'il y a beaucoup de Français qui consomment de la vente à emporter, ils sont encore moins nombreux que les Anglais et moins nombreux encore que les Américains. Je crois que les Français, c'est 1/7 et les Américains, c'est pratiquement 1/2. Il faudrait revoir les chiffres exacts dans le document, mais on doit être dans cet ordre de grandeur. Donc il y a encore de la place. On peut imaginer que c'est un marché qui va encore évoluer et qu'il y a certainement une place à prendre dans ce marché. Maintenant, est-ce que le marché est prêt à accepter le type de repas que les trois diététiciens proposent? Dans tout ce que vous connaissez, tous, d'accord? Tout ce que vous connaissez. Alors sur l'île, je parle de l'île parce que voilà, je connais bien le truc. À proximité du campus, mis à part ce petit Carrefour City qui propose, dès qu'on remonte à 100 mètres au niveau de République, pour ceux qui connaissent, alors là, on a le choix, hein, bien sûr. On a évidemment les kebabs classiques, on a le McDo, on a un truc qui fait des sandwichs au canard, on a pas bien, on a, qu'est-ce qu'il y a encore? On a une friterie, on a, enfin, je crois qu'il y a un taille, il y a un autre truc. Bon, voilà, il y a une ribambelle il y a pratiquement que ça, d'accord, de vente à emporter. Mais malgré tout, est-ce que vous connaissez beaucoup d'acteurs du marché qui ont pour créneau vraiment ce type de plat? Ben non, pas tant que ça. Assez peu, ça veut dire qu'il y a assez peu de concurrence, d'accord? Pour Ben, ne alors pas. que pourtant, enfin, c'est de plus en plus demandé parce que les gens ils font de plus en plus attention déjà à leur alimentation et aussi à l'impact social et environnemental de ce qu'ils mangent. Donc là, ils parlent et du bio, donc ça va être plus l'impact environnemental et social parce que producteurs locaux. Exactement. Vous avez tout à fait bien visé les choses, d'accord? C'est que il y a quand même, on peut noter, alors même si c'est pas universel, d'accord? On peut noter qu'il y a un engouement de plus en plus important pour la consommation plus éthique, d'accord? Et plus bio, enfin meilleure pour le corps. Les gens font un peu plus attention à ce qu'ils mangent. On voit se développer des chaînes de magasins qui favorisent effectivement les producteurs locaux, mais aussi le manger sain, etc., etc. Donc on a quand même un engouement pour ce type de restauration. D'accord. Alors ici, on nous dit les arguments essentiels quant à la pertinence du projet. On sait ce qu'on entend dire, hein, d'accord, un marché qui est quand même où il y a peut-être encore de la place, puisque il y aura de plus en plus de gens, on pense encore, qui vont consommer des plats emportés, que les gens font de plus en plus attention à ce qu'ils mangent, donc c'est peut-être bon sur la partie du produit, d'accord. Sur la partie du marché en général, il y a certainement une place à prendre, même si il faudra faire attention à la concurrence, d'accord. Ensuite, maintenant, qu'est-ce que vous pensez de la zone d'implantation qu'ils ont choisie? Ben, déjà, pour ce qui est le fait qui précise que c'est à côté des facs, donc ça, comme c'est souvent les étudiants, enfin de plus en plus en tout cas, tout ce qui va être faire attention à l'environnement et tout, à la santé, quand même de plus en plus d'étudiants ils font attention. Donc comme en plus ils veulent viser les étudiants, ça peut être intéressant. Et j'ai vu que c'est dans le... Je reviens juste sur ce que vous dites là, hein, parce qu'il y a un petit truc sur lequel je suis moyennement d'accord, et je vais vous donner mes arguments, et après, si éventuellement quelqu'un a des arguments pour, je dirais, le contraire, je suis prêt à les écouter. Vous me dites que les étudiants sont plutôt sensibles à ce qu'ils mangent. Moi, je ne suis pas tellement d'accord. Je ne suis pas tellement d'accord. Je pense que, attention à ne pas raisonner dans votre bulle, effectivement.
Vous êtes dans le domaine de la diététique, d'accord? Donc pour vous, c'est quelque chose qui effectivement est important, mais je ne suis pas sûr, pas sûr, pas sûr, pas sûr du tout que pour l'ensemble des étudiants, quelle que soit la filière, ce soit quelque chose qui soit important. Non, je pense que oui, je me suis mal exprimée. Je pense que le côté bien manger, non, mais le côté impact environnemental, ça quand même. Enfin, c'est vrai que c'est plus. On a espoir en tout cas que ça vienne plus des jeunes aujourd'hui. Alors, d'accord, je suis plus d'accord sur les jeunes, mais je ne suis pas d'accord encore une fois sur les étudiants. Non pas que je critique les étudiants, hein, Non, attention. non, mais c'est vrai que oui, c'est Mais vrai que les j'ai dû dire étudiants, ça parce que nous, oui, 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 je vois les très bien ce que vous étudiants, voulez ils ont dire. Vous avez raison. les étudiants, ils ont une contrainte qu'il faudra que eux, ils n'en parlent pas du tout ici dans le cas. Il faudra qu'ils le prennent en compte. D'accord. Les étudiants, ils ont une contrainte, c'est le prix. Effectivement, si pour manger sainement, voilà, que ce soit goûteux, appétissant, etc., que ça remplisse, parce que les étudiants, bah, ils mangent, hein, euh, c'est le même prix qu'un kebab ou un McDo, ça peut fonctionner. Maintenant, je pense que si c'est plus cher, et malheureusement, aujourd'hui, le bio, globalement, est plus cher que la merde que l'on peut trouver, d'accord. euh, je ne pense pas que ça passe. Parce que l'étudiant, s'il a 7 euros pour manger le midi, c'est bien, quoi. D'accord. C'est bien. Et au McDo, voilà, pour 7 euros, il va se prendre un truc et il va manger. D'accord. Alors, il ne va pas bien manger, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais il va manger. Et si c'est le repas bio, si c'est 10 euros, il ne le prendra pas, l'étudiant. Tout simplement parce que, voilà, c'est lui, la contrainte qu'il a. En premier, c'est budget. Après, effectivement, ça peut être manger sain, respecter la planète et tout ce que vous voulez. Oui, c'est vrai La que première, c'est la le première budget. contrainte, c'est malheureusement le pas cher. Et c'est normal. C'est normal. Oui, c'est normal, mais surtout qu'en plus, le pas cher aujourd'hui, on va dire qu'il a l'effet rassasiant, au moins sur le coup. C'est vrai que moi, j'ai pu remarquer dans dans les peu de trucs un peu comme ça où je suis allée, que souvent, en plus, c'est des petites portions et tout. Bon, après, oui, j'aime beaucoup manger, mais je trouve que souvent, c'est pas non plus. Enfin, aujourd'hui, c'est pas assez développé, ça donne pas toujours assez envie, je trouve. C'est aussi pas une des contraintes, mais aussi une des difficultés qu'il faudra que ce projet dépasse, c'est le côté bon, quoi. Alors, je vais pas bon d'un point de vue gustatif. Je ne sais pas du tout ce qu'ils vont proposer comme plat et ce qu'ils vont proposer comme présentation, mais aujourd'hui, je ne sais pas moi, le gars de 20 ans, il a besoin de manger, quoi. D'accord. Je parle du gars ou de la fille, hein, peu importe. Mais le gars de 20 ans, il a besoin de manger. Par contre, ici, on notera quand même qu'ils sont à côté d'une fac de médecine. Peut-être que les étudiants médecins sont un peu plus sensibilisés à la malbouffe que les étudiants qui sont en STAPS ou qui sont en lettres ou qui sont en doc de maths ou qui sont en doc de droit, enfin en licence de maths ou en licence de droit. D'accord. Je fréquente un peu la faculté de droit de Lille. Autour, il n'y a que des kebabs et des McDo, hein. Et les mecs, ils y vont, hein, sans aucun souci, hein. Et ils mangent, hein. Et ils mangent de la merde tous les midis. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais ils y vont. Ici, peut-être que la force du projet, c'est de se situer près d'une fac où les étudiants seraient peut-être un peu plus sensibles que d'autres. Mais je reste un petit peu sceptique. Par contre, le créneau des jeunes actifs, donc le couple qui de moins de 30 ans qui a commencé à bosser, voilà, les revenus sont là. Oui, eux, ils vont être sensibles. Eux, maintenant, voilà, ils savent que faut pas manger de la merde. Avant, ils ne pouvaient pas agir comme ça parce qu'il n'y avait pas les finances qui suivaient. Aujourd'hui, ils peuvent le faire. Et aujourd'hui, c'est eux qui fréquentent les marchés bio, les supermarchés aussi où on trouve alors, les biocoop, etc. C'est eux qui fréquentent ça. C'est les jeunes, enfin, c'est les jeunes, c'est les 25-35 ans ou 25-40 ans. Voilà. Au-dessus, c'est un peu compliqué parce que ce n'est pas la génération qui a été sensibilisée à ça. Mais effectivement, aujourd'hui, ce qu'on appelle les bobos, entre guillemets, hein, c'est les 25-40 ans, hein. Donc ici, leur positionnement sur le marché des couples sans enfants le soir, je pense qu'il est plutôt bon.
Le midi, quant aux salariés, c'est plutôt aussi pas mal, à condition effectivement de l'ouvrir aussi aux étudiants. Pourquoi ne pas viser les étudiants le midi? Les salariés, il faudra faire attention à quoi? Donc au timing, ça c'est clair. Et il faudra faire attention à quoi? Ben, en soi, au prix aussi, quand même, non? Au prix, mais alors pas forcément au prix pour le limiter, mais avoir un prix qui colle plutôt avec la valeur des tickets restaurants. Vous voyez? Ah oui, oui, oui. Mm. Parce qu'aujourd'hui, les salariés mangent beaucoup avec les tickets restaurants. Et s'il faut qu'ils rajoutent beaucoup de leur poche, ou voilà, ça peut poser des petits soucis. Ou en tout cas, ça peut limiter légèrement, même si ça n'aura pas d'impact immense, c'est pas pour ça que ça ne va pas fonctionner. Mais autant mettre les chances de tous les côtés et penser à regarder, bah voilà, la valeur du ticket restaurant en moyenne, c'est entre 7 et 9 euros. Il faut que notre proposition de prix soit entre 7 et 9 euros, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Il y a un truc qui moi, me chagrine, c'est le soir, les familles. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi. J'ai pas compris le rapport. Je ne pense pas que ce soit une bonne cible, d'accord? Parce que je vois mal papa, maman qui ont deux enfants, d'accord? Papa qui passe au truc bio le soir, qui ramène des plats pour quatre personnes, machin. Wow. Aujourd'hui, il y a très peu de familles qui mangent en vente à emporter le soir. D'accord. La vente à emporter, c'est pour le midi, ou quand on y va en famille, c'est le week-end ou le mercredi au McDo pour faire plaisir aux gamins. D'accord. Pour leur apprendre dès Ou le la plus pizza du vendredi soir. ou la pizza du vendredi soir, mais c'est plutôt ça. Ouais, ouais. Mais dans tous les cas, l'offre semaine famille, je suis sceptique par rapport à ça, moi. Je pense qu'elle n'est pas forcément, elle est pas forcément bien ciblée. Donc vous voyez hein, comment on voit les choses, on voit le produit, on voit aussi les clients, on voit aussi la zone. Ici, on n'a pas du tout parlé de publicité. Comment ils vont communiquer là-dessus? Comment ils vont communiquer? Je pense notamment aux étudiants. Il va falloir bazarder dans les facs un nombre de flyers immense. Il faut qu'on les connaisse. Il va falloir communiquer aujourd'hui. Les étudiants, ils communiquent sur quoi? C'est quoi leur vecteur de communication? Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Donc, faudra avoir voilà, une communication réseaux sociaux très, 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 très importante. Il faudra se mettre peut-être en relation aussi avec les corpos étudiantes, les assos étudiantes pour se faire connaître, pour faire des tickets réduits, des machins comme ça. Donc, il va falloir avoir une grosse politique de communication vis-à-vis des étudiants. Pareil pour les salariés qui viennent a priori d'une CPM, là, donc d'une structure qui va s'installer pas très loin. Donc, ça, c'est bien visé, effectivement. Mais il ne faut pas attendre que le mec y vienne, il faut aller le chercher, le mec. Donc, il va falloir aller communiquer dans l'entreprise, prendre des contacts, pourquoi pas avoir des prix de lancement au départ très attractifs, de façon, pourquoi pas aller avec le comité d'entreprise faire une démo de cuisine, voilà, de montrer ce que les produits sont, faire goûter un peu les gens, etc. etc. Donc, le plan communication n'a pas du tout été abordé dans ce projet-là. C'est peut-être ce qui manque, ou peut-être, voilà, on voulait que vous en discutiez. Euh, voilà par rapport à ça. C'est bon pour vous? Oui, merci. D'autres questions? Des réflexions que vous voulez apporter sur le projet? Non? Alors, on va pouvoir passer à un deuxième plan. Pareil, ça va être plutôt de la discussion, etc. Anan, vous vouliez poser une question? Allez-y. Oui, oui, c'était pas. En fait, ce que je voulais dire par recette, c'est si on cible les étudiants, il faut des recettes. Enfin, c'est pas les mêmes types de recettes que enfants, famille. C'est ça en fait que je voulais dire par là. Ouais. D'accord. Donc, ce que vous préconisez, c'est qu'effectivement, il faut adapter le produit à la cible. Oui, et je pense pas qu'on puisse, enfin, qu'on puisse avoir quelque chose qui regroupe tout le monde ou adapter les recettes, mais on peut pas cibler famille, enfants, étudiants, ça peut pas aller. Il y a déjà le prix et en plus les recettes, je pense. Effectivement. Donc, il faudra peut-être avoir des menus spéciaux pour les étudiants avec des recettes spéciales pour les étudiants ou avoir un panel de propositions de produits qui puissent satisfaire l'ensemble, donc ce qui veut dire une gamme de produits relativement importante, une gamme relativement large. D'accord. Euh,
Après, vous voyez, on parle de. Ils veulent proposer entrée, plat, dessert. L'étudiant, entrée, plat, dessert, ça ne l'intéresse pas forcément. Lui, il veut plat, dessert à la limite ou plat. D'accord. Donc, il faudra effectivement que leur offre, qu'elle soit en termes de type de préparation ou en termes de nombre de plats, hein, que dans le menu ou le type de menu, il faudra adapter tout ça, bien sûr, à la cible des clients. C'est pareil pour les salariés du midi. L'entrée plat dessert, alors ça fait peut-être partie de l'équilibre, mais alors il faudra bien communiquer là-dessus en disant que ben voilà, si vous voulez un menu équilibré, effectivement, il faut passer par entrée plat dessert. Allez-y Mathilde. Je voulais savoir justement qu'est-ce qui est le plus, enfin comment je pourrais expliquer, valorisant, enfin qu'est-ce qui est le plus favorisant plutôt à une prochaine, je sais pas comment formuler ma phrase. Qu'est-ce qui est mieux pour une entreprise? C'est viser justement plein de monde et avoir le risque que certaines catégories de personnes ne viennent pas, ou justement cibler une population bien précise et avoir limite 100% de chance que cette population-là soit intéressée. Les deux fonctionnent, hein. Les deux fonctionnent. Ça sera une question de stratégie. Aujourd'hui, si vous visez que les étudiants, vous allez devoir faire du volume parce que vous n'aurez pas le montant du menu. D'accord. Allez, on va imaginer que le menu pour les étudiants, il faut qu'il tourne entre 6 et 7 euros. D'accord. Au-dessus de 7 ou 8 euros en province, ça commence à devenir cher. D'accord. Alors, vous en aurez, évidemment. Les étudiants, de temps en temps, ils sont capables de mettre 10-12 euros pour un menu midi. Mais ça sera de l'exceptionnel. Ouais. Par conséquent, votre marge, elle sera beaucoup plus réduite. Maintenant, si vous visez les couples sans enfants qui ont déjà un portefeuille un peu plus garni, aujourd'hui, je ne sais pas, je suis un couple sans enfants, ça ne me dérange pas de mettre 10 euros, voire 12 euros sur un menu que je mangerai rapidement le midi en une demi-heure, avec quelqu'un, pas tout seul. Tout seul, voilà, tout seul, je serais presque dans le type étudiant. D'accord. Donc, qu'est-ce qui vaut mieux? Avoir toutes les propositions possibles pour capter le plus de monde possible et avoir touché tous les segments de population, tous les segments de clients possibles, ou viser vraiment un seul type de client et n'avoir que l'offre pour ce type. Je ne pense pas que ce soit la bonne stratégie. Après, s'il se vise, enfin, s'il se fie qu'à une seule population, faut qu'ils soient sûrs que ce qu'ils vont proposer à cette population-là soit recherché. Sinon, ils peuvent se planter. Allez-y, Ouais, Anne. d'accord. Ah. Excusez-moi, j'avais pas baissé la main. C'est pas grave. Je rebondis sur ce que disait Mathilde. Est-ce qu'il n'y aurait pas une solution qui permettrait, vous voyez, de pouvoir composer son menu soi-même, d'avoir finalement des plats qui soient peut-être communs à tous, mais de pouvoir composer son menu soi-même de façon à ce que tout le monde puisse y trouver son compte, finalement. De se dire, voilà, je suis étudiant, donc je prends plutôt un menu en termes de coût qui ne va pas être très cher, mais qui va me satisfaire quand même. Parce que j'arrive à trouver dans le menu entrée-plat ou plat-dessert quelque chose qui correspond à mon budget et qui correspond à mes attentes. Et celui qui veut vraiment le menu complet, il prendra entrée, plat, dessert. Et c'est d'ailleurs ce que proposent certains restaurants. Aujourd'hui, dans certains restaurants, vous avez des formules entrée-plat, vous avez des formules plat-dessert, vous avez des formules plats, mais ça reste le même plat pour tout le monde. Mais celui qui veut faire un plus gros repas, il va prendre entrée, plat et dessert. Et il va payer 20 balles. Et celui qui va prendre que entrée, plat, il va payer 15 balles. Et celui qui va prendre que le plat, il va payer 12 balles. D'accord. Donc on voit que le but aussi, c'est de pouvoir toucher le plus de monde possible en proposant aux gens de composer eux-mêmes leur type de menu. D'accord. Ça répond totalement à la démarche marketing en disant on place le client au centre. C'est lui qui commande. Oui, c'est lui qui commande parce que c'est lui qui fabrique son menu. Ensuite, juste la problématique par rapport à ça, c'est qu'il faut être capable de suivre. Et sachez que dans la restauration, plus il y a de plats différents au menu, moins c'est bon. Parce que vous êtes pratiquement sûr que vous aurez dû réchauffer ou vous aurez dû décongeler. Si vous allez dans un resto
et que vous avez une carte, parce que là, on veut proposer du frais, etc. Donc, vous n'allez pas pouvoir proposer 50 plats. Sinon, le truc, il n'est pas faisable, c'est pas viable. D'accord? Donc, il va falloir se limiter à 2, 3, 4 plats maximum. Une carte avec 4 plats, 4 entrées, 4 types d'entrées différents, 4 types de plats différents, 4 types de desserts différents, c'est déjà une belle carte. D'accord? Ça fait 16 plats avec donc d'innombrables possibilités de composition. Ça, c'est encore gérable. Au-delà de 4 plats, c'est compliqué pour gérer les stocks, pour gérer ce que vous allez foutre à la poubelle parce que vous ne l'avez pas vendu, pour gérer les approvisionnements puisque vous allez travailler que sur du frais et en circuit court. Donc, oui, je sais, je regarde Cauchemar en cuisine, d'accord, Anan. Bah, je ne regarde pas Cauchemar en cuisine, mais j'ai déjà suivi pas mal de restaurants et on m'a toujours dit le restaurant qui a 20 plats à sa carte, c'est de la merde. Enfin, vous aurez de la Oui, chance, c'est vrai, hein. une qualité moins que. Un restaurant qui a que 4 plats, il ne faut pas se dire que oh, il n'y a que 4 plats, c'est que le mec, voilà, peut-être le plat, il sera directement fabriqué. Parce qu'il peut fabriquer, s'il a 4 plats à sa carte, s'il en a 20, il ne faut pas croire. Hein. S'il vous propose un hachis parmentier alors qu'ils sont 20, alors qu'il y a un plat sur sa carte, le hachis parmentier, il n'est pas du jour. Hein. Il sort du congèle. Donc on n'a pas forcément une qualité top. Par contre, si c'est du hachis parmentier, qu'il y a 4 plats à la carte, bah, c'est le hachis que le mec il aura fait le matin et qui sert le midi, et puis basta. Parce qu'il voilà, il a fait son truc. Donc il faut bien prendre aussi en compte cette spécificité-là qui vient effectivement là des problèmes de la restauration. Vous voyez, c'est bien hein, d'échanger sur des petits thèmes comme ça, c'est parce que moi j'ai des idées, mais j'ai pas forcément toutes les idées et j'ai pas forcément que des bonnes idées. Il n'y a pas de corrigé type par rapport à ça. Alors évidemment, quand on vous demande d'étudier un document et d'en faire ressortir les caractéristiques principales, oui, il faut aller viser où on donne des chiffres, où on donne des tendances, etc. pour pouvoir les ressortir. Mais après, quant à la critique de leur projet, on peut dire plein de choses. Hein. Plein de choses qui, à condition effectivement de les justifier et de pouvoir en apporter une justification par les théories que vous connaissez. Ça marche pour ça. Alors, le chapitre, ça c'était la fin du chapitre, le chapitre sur le produit que j'ai mis assez tardivement, je vous le concède, donc je vous laisserai le lire, mais je vais enchaîner sur un petit TD que j'ai pas mis non plus parce que je le fais en live et il est plutôt sympa. C'est qu'on on va regarder un peu au niveau des logos des entreprises et voir quelles sont les qualités des marques, des choses comme ça. Vous aurez l'occasion de lire le cours, c'est de la lecture, hein, il n'y a pas de données très particulières. On va attaquer les données un peu plus chiffrées à partir du prochain chapitre sur la politique des prix. On va calculer, on va s'amuser à voir comment on peut calculer le meilleur prix pour un produit et comment on peut aussi, il y a deux choses qu'il faut savoir, c'est le principe de l'élasticité quand un prix augmente. Quel est l'impact sur la consommation? Je vous écoute, Anan. Est-ce que là, du coup, excusez-moi, on va reprendre les moindres carrés parce que là, sur le marketing, on peut... non, Non, pas dans un chiffre d'affaires, d'accord. Okay. pas dans ce qui est vu. On a juste un petit tableau où on va travailler avec les fréquences. Ok. Vous vous souvenez des fréquences, c'est simple, hein, c'est le pourcentage qu'on représente une partie de la population sur la totalité. D'accord. Juste pour prendre ce dont on a besoin, c'est fréquences et fréquences cumulées et les notions qu'on avait vues quand on avait fait le contrôle de gestion et les variations et les écarts. Donc il y a juste ces notions-là qu'on l'a vues, mais on va les revoir, hein, ne vous inquiétez pas, mais normalement on les a déjà vus, les types de calculs on les a déjà vus, ils ne sont pas très compliqués, d'accord? Et a priori, vous devriez vous en sortir sans problème. Alors, on va faire un petit travail sur les logos. Je vais vous proposer ça. Je vais faire un petit jam. Je vais hop, voilà, ouvrir un tableau blanc. Et si on a le temps, on fera un petit travail aussi sur Activia. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque de yaourt. Alors, par laquelle je vais commencer.
Tout le monde voit... non, tout le monde n'est pas sur le jam. Vous voulez que je partage? Je vais le mettre à l'écran. Alors... présenter maintenant une fenêtre. Alors ici, nous avons le logo de Carrefour. Qu'est-ce que vous pensez du logo de Carrefour? Dites-moi à quoi il vous fait penser et qu'est-ce qu'on peut y voir. Il est super beau, vraiment. Super beau. Très bien. Qu'est-ce que vous voyez dans ce logo? Bah, il y a le C qui est démarqué en fait par les deux couleurs. Alors, on voit effectivement, hein, je ne sais pas si tout le monde arrive à le voir, mais le C ici qui est dessiné. D'accord? Et effectivement, qui reviendra au Carrefour, parce que vous voyez avec ces petits ronds là. D'accord? Mais on a aussi deux flèches qui partent en sens opposé, en disant que voilà, le magasin, il est au centre. C'est un carrefour de circulation. D'accord? Et que ce carrefour ici, qui pourrait être un espace blanc, c'est pas un espace blanc, c'est bien le magasin et le lieu de rencontre des gens. Bon, bien sûr, c'est un lieu avant tout de consommation, ça commence par la même lettre, d'accord? Mais vive Carrefour, voilà, vive Carrefour. Allez, on va regarder un suivant. Ça, c'est bon, ça. C'est ce que j'allais dire. Ça, c'est bon. Du Toblerone. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Perso, je vois une montagne. Très bien. Ouais, je suis d'accord. Mais je vois pas. Enfin, est-ce que c'est parce que c'est le chocolat qui est Bah, quel est le pays du chocolat? la Suisse? La Suisse. La Suisse, c'est plutôt montagneux. D'accord? Mais en Et plus, donc, leurs en chocolats, fait, ils sont dans une boîte en Toblerone. forme de montagne. C'est Ouais. vrai. Anan, vous voulez dire quelque chose? Non, elle avait encore oublié ça. Non, pardon, j'ai pas fait exprès. Ah là là, Non, j'arrive c'est pas pas. grave. C'est pas grave, tu vois, voilà. Donc, effectivement, donc Toblerone, c'est une entreprise qui est née dans la région de Berne, hein, qui se trouve ensuite, qui est une région relativement montagneuse, mais surtout dont le symbole est un ours. Est-ce que vous voyez un ours quelque part? Non. Si, Oui, le blanc. Oui, oui, on le voit. Tout, ouais, c'est toute la partie blanche là qui est sur la voilà, il est première. là, l'ours. Il est debout. Voilà, il est debout. Vous voyez là, Ah, j'avais jamais remarqué. ah ouais, hein, vous voyez qu'on voit des Toblerone, on pense qu'à les manger, mais on ne regarde pas. Donc voilà, c'était simplement là, ici, pour rappeler. Et l'ours, justement, c'est le symbole aussi de la région de Berne, en Suisse. Et ici, un peu comme Carrefour, hein, comme tout à l'heure, Carrefour euh, par le blanc, hein, on a représenté ici l'ours de la région de Berne. Alors, qu'est-ce que je vais vous proposer? Je vais vous proposer. Ah, ça, c'est pas mal aussi. Ça me fait penser à la carte Navigo, monsieur. Ouais, bah c'est ça, c'est la RATP, hein, donc je pense que le Navigo, c'est à Paris. Ouais, c'est ça. Alors ici, on va plutôt, je vais essayer de, est-ce que je vais pouvoir, est-ce que je vais pouvoir le réduire, mon petit pépère, oui, oui, et vous montrer ce qui est le plus intéressant. Hop, hop, hop. Voilà, je vais faire ça, je vais faire ça, et je vais revenir ici. Voilà. Donc ici, on a l'impression d'avoir le symbole d'une femme, hein,
d'accord, d'une personne entourée de verre. Alors le verre, hein, ça symbolise la nature, le côté environnemental, mais surtout si on tourne le logo et si on le met comme ça, le dessin en bleu ici dessine la Seine. Ça c'est Paris et ça c'est la Seine. C'est exactement le dessin que fait la Seine quand elle traverse Paris. C'est le petit côté astucieux et sympathique voilà, de ce logo. Alors, je vais vous montrer celui-ci aussi, qui est plutôt pas mal. Vous n'êtes peut-être pas fan de cyclisme, mais ça, c'est le logo de la société qui organise, parce que c'est privé, hein, qui organise le Tour de France. Est-ce que vous voyez Oui, là, ben oui, il y a le petit cycliste avec le jaune, c'est la roue du vélo. Voilà, on a la roue avant, la roue arrière et le mec ici qui est en position de sprinter sur son vélo. Et en plus, ici, on a le jeu des couleurs, puisque le jaune, c'est le maillot, c'est la couleur du maillot du vainqueur, hein, qui est ici représenté. Moi, quand j'ai regardé ce logo, j'ai toujours pensé que c'était une bouche qui souriait. C'est pas ça? Ben non, ça va de A à Z en plus vite que la lumière. Hein? Bon, bah, je me suis fait avoir comme vous. Ben voilà. Alors, ça montre aussi d'abord que l'étendue de ce que vous pouvez trouver sur Amazon est très importante. D'accord? Ça va de A à Z. D'accord? Et que, en plus, on a voilà, une sorte de rapidité. On va très vite de A à Z. Mais malgré tout, en respectant la satisfaction du client qui lui sourit. Voilà pourquoi on a un petit peu cette forme de bouche quand même ici, mais il n'y avait pas que ça, il y avait surtout une flèche qui permet d'aller de A à Z, qui couvre toute l'amplitude de ce que Amazon peut proposer et en un temps relativement rapide. L'idée de la flèche, c'est l'idée de la rapidité. Voilà, moi qui m'a fait beaucoup rire, beaucoup rire, beaucoup rire. Je vais aller ici. Je vais aller là. Monsieur, excusez-moi, comment on met en place un logo? Alors, c'est véritablement un métier, hein, d'accord? Les gens qui font des logos, ils cherchent d'abord à symboliser plein de choses. On le voit dans Amazon, il est plutôt bien fait, hein, d'accord? Ici, alors, même si tout le monde n'est pas forcément sensible, parce que tout ce que je viens de vous dire sur ce logo-là, clairement, ça fait 10 ans qu'Amazon existe, je ne l'ai jamais lu comme ça. D'accord? Il a fallu que je regarde bien, que évidemment je me documente, mais j'avais pas vu. Moi, j'ai comme Mathilde, hein, je pensais que c'était un sourire. Et il y a quelques années, j'avais appris les cours de marketing et on m'avait bien expliqué que il y avait beaucoup plus que ce sourire dans ce logo. Il y avait d'abord l'étendue de toute la gamme de ce que pouvait proposer Amazon. Et ensuite, cette idée de flèche et de rapidité, ça fait bien sûr référence à la rapidité de livraison et à toutes les possibilités. Alors, comment on met en place? Je pense que vous le remarquez d'ailleurs ici avec le logo Amazon, il faut symboliser, il faut mettre en place, symboliser les valeurs de l'entreprise. D'accord? Les valeurs de l'entreprise ici d'Amazon, c'est largeur de gamme très importante, rapidité, satisfaction du client. Et on retrouve ces trois valeurs dans le logo. Alors on peut retrouver aussi les valeurs dans le nom. Alors ici on ne l'a pas, Amazon, je ne vois pas trop comment on retrouve les valeurs de Amazon, mais on les retrouve, les valeurs de Amazon, à travers le logo. Je pense que d'abord, il y a la symbolique des couleurs.
Le jaune, ici, qui a été utilisé, c'est plutôt le soleil. Le soleil, c'est plutôt rieur, c'est plutôt joyeux, le soleil. Hein. D'accord. Voilà, je pense pourquoi on a utilisé le jaune, comme on avait utilisé le jaune tout à l'heure ici, hein, parce que ça symbolise le vainqueur du Tour de France. Ici, on avait voilà, une idée aussi des transports en commun, qui sont des transports beaucoup plus propres que si tout le monde prend sa voiture. Donc, on a de la couleur verte qui est plutôt utilisée, etc., etc. On verra que et la couleur et la symbolique du logo ne sont pas choisis par hasard. Alors ici, celui-là, les mecs, ils se sont plantés. C'est le logo du TGV. D'accord. Alors c'est une blague. Hein. Mais on est d'accord que c'est le logo du TGV. Mais si je le retourne, le TGV qui doit être rapide normalement, il vous fait penser à quoi? Un escargot. Un escargot. Voilà le petit truc marron qui a fait sourire beaucoup de publicitaires. Alors je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès. D'accord. Mais c'était le petit truc marron. Il y a aussi un autre type de logo qu'on retrouve au niveau de la SNCF. Alors, il est où? Il est là. Image. Qu'est-ce que vous remarquez sur ce logo? C'est inouï, hein, d'accord? Si on le retourne, ça se lit dans le même sens. Exactement. Si je le retourne, ça fait toujours inouï. D'accord. Et on a le même type. Alors, il faudrait que je retrouve. Hein, peut-être que ça ne vous parlera pas comme marque. Hop, je vais le retrouver vite fait. Oui, voilà. Il est là. Vous connaissez cette marque Newman? Une marque de fringues. Moi, ça me dit quelque chose, ouais. Bon, elle est un peu plus ancienne, mais pareil, on a la même chose sur le retour. Ça fait toujours Newman. Quel que soit le sens, ça fait toujours Newman. Donc il y a aussi le côté un peu ludique qu'on peut mettre dans un logo. Maintenant, parlons du nom. D'accord. Donc du nom qui fait référence bien sûr à la marque. Ok. Si Alors, le nom, c'est comme, je ne sais pas si le logo, il doit avoir les caractéristiques là, mais le nom, je crois qu'il ne faut pas qu'on puisse le traduire dans une autre langue et que ce ne soit pas un mot grossier. Il faut que ça soit court. attendez. On va noter, puisque vous dites des choses super intéressantes. Donc, on va quand même les noter. Donc, vous m'avez dit, et on va le traduire, attention bien sûr à la traduction du nom. Donc, ce qu'on va plutôt préférer, c'est un nom qui va plutôt être universel, d'accord, qui va pouvoir être compris. Amazon, c'est compris par tout le monde. Que vous parliez de Amazon à un Russe, il sait ce que c'est que l'Amazon, d'accord. Que vous parliez je sais pas, un Portugais, Amazon, ça veut tout à tout le monde. Ça veut dire quelque chose. Et effectivement, donc, il y a ce côté universel du nom. On va essayer de trouver un nom qui va pouvoir couvrir le maximum de langues possibles. Et bien sûr, on va faire attention que ce nom ne soit pas forcément interprété dans une langue différente, comme un mot grossier ou des choses comme ça. Allez-y, continuez. Deuxième chose que vous vouliez dire. Je ne sais plus après qu'est-ce que j'ai dit. Quelque chose de court. Ah oui, quelque chose de court et facile à retenir. Alors, court, d'accord. En général, pas plus de 3 syllabes. On sera plutôt même vers une tendance à 2 syllabes, mais maximum 3 et pas plus que 3. Ensuite, vous m'avez dit effectivement facile à retenir et facile à prononcer. Alors, sur ce côté facile à retenir et facile à prononcer,
On peut jouer aussi là-dessus. D'accord. On peut jouer aussi sur la facilité à prononcer et prendre le contre-pied de ça. Tout le monde sait effectivement que vaut mieux Renault, c'est facile à prononcer. D'accord. Orange, c'est facile à prononcer. D'accord. Mais est-ce que Soch, c'est facile à prononcer? Non, Vous mais savez, justement, c'est... ils Alors, en ont fait non, une c'est pas. blague. Ouais, voilà, c'est juste c'est ce que j'avais dit. Oui, eh ben, il joue sur ça. D'accord. Il joue sur, justement sur la difficulté de prononciation du nom pour le faire encore plus connaître. Parce que le but d'une marque, c'est que tout le monde la connaisse. D'accord. Jusqu'à ce que, dans l'extrême des cas, la marque, c'est le produit. Vous avez tous un frigidaire chez vous? Oui. Ben non, vous n'avez pas de frigidaire chez vous. Je regrette. Vous avez un On a un réfrigérateur. frigo. Ah oui. Non, vous avez un Mais réfrigérateur. non, c'est une marque. Ah oui, c'est vrai. Oui, il y a des produits qui Voilà, c'est des marques. c'est la marque. D'accord. Et le mieux, le must du must pour une marque, c'est quand, dans la pensée des gens, la marque, c'est le produit. Et alors là, Et oui, c'est. comme par exemple la maïzena. En fait, c'est une marque maïzena. Alors qu'en fait, Voilà, c'est juste de la fécule de maïs. exactement. D'accord. Donc, à partir du moment où vous allez trouver des exemples comme ça, vous allez pouvoir vous dire, voilà, le mec, voilà, la marque était tellement connue, c'est pas forcément parce que le mot est beau. Frigidaire, excusez-moi, c'est pas forcément un mot qui est beau à l'écoute. D'accord. En tout cas, en français. Mais on l'a tellement utilisé que ce mot est pratiquement rentré dans la langue commune et le produit et le mot se confondent. D'accord. Donc ici, on parlait des mots qui sont faciles à retenir et qui effectivement peuvent carrément, comment dire, être, je cherche mon nom, oui, être facilement, et qu'il y a un contre-pied à prendre, notamment sur le prononcé, eh ben, on va à un moment donné pouvoir jouer là-dessus pour faire connaître encore plus la marque. Ensuite, la marque, qu'est-ce qu'elle doit avoir comme... elle doit être facilement mémorisable, elle doit être plutôt facile à prononcer, mais elle doit aussi être évocatrice. Il faut que la marque, l'une des qualités qu'elle peut avoir, c'est représenter les valeurs du produit. D'accord. Quand, alors, j'en cherche une. Ben, L'exemple justement, du cours, c'était Bonne Maman. Parce que du coup, c'est la voilà. confiture faite Ah, par voilà. maman, quoi. Je n'avais pas en tête cet exemple-là, mais effectivement, bonne maman, qu'est-ce qu'on. Voilà, c'est le côté maternel, le côté confiture d'antan, confiture traditionnelle. Voilà, c'est ce qu'on recherchait, ce sont les valeurs du produit qu'on a cherché à mettre en œuvre. Et bien sûr, voilà, ça évoque effectivement le produit. Pareil pour quand on parle de monsieur propre. D'accord. Il y a propre dedans, ben on se dit, voilà, obligatoirement, ça évoque une des valeurs du produit, une des vertus du produit, c'est effectivement le nettoyage et de rendre propre. Alors, comment s'organise la protection des marques? Comment ça fonctionne? Il faut, alors, il faut déposer la marque. Il faut. Est-ce qu'il faut avoir un brevet? Je ne sais plus s'il faut avoir un brevet ou il faut déposer la marque, mais il faut s'assurer que la marque n'existe pas au préalable. D'accord. Alors, c'est bien deux choses différentes. Le brevet, c'est une méthode de fabrication d'un produit qui vous assure. Ah oui, Voilà, ça concerne les il faut brevets. déposer la marque. Par contre, effectivement, la marque, c'est un nom, tout simplement, hein, que vous voulez garder pour votre propre entreprise. D'accord. Qui s'occupe justement, alors vous avez raison, il faut déposer la marque, d'accord. Qui s'occupe justement de gérer un peu toutes ces marques, d'en assurer la protection, d'assurer aussi le fait que vous puissiez éventuellement les interroger, voir si vous pouvez utiliser ce mot. Est-ce que c'est pas, je suis pas sûre, hein, la DGCCRF?
Non. Il s'occupe que de la répression contre éventuellement, par exemple, les copies, les contrefaçons, etc. D'accord. Alors, c'est l'INPI, l'Institut national de la protection de la propriété intellectuelle, INPI. D'accord. Alors, voilà comment ça se passe. Je décide de faire la marque Rocky. Voilà, c'est ma marque. D'accord. Donc, je vais à l'INPI, je dis voilà, j'aimerais faire la marque Rocky de façon à pouvoir faire des jeans. D'accord. Donc, ils vont taper sur leur base de données, ils vont dire bon ben voilà, personne n'a déjà déposé ce nom, donc ce nom est libre, donc vous pouvez éventuellement l'utiliser. D'accord. Donc je vais le protéger pour une production d'un certain produit. D'accord. Si je protège ce nom de marque juste pour des produits de type jean, je, donc j'ai limité sur un produit, ensuite je vais le protéger au niveau géographique. C'est-à-dire que je vais dire voilà, je veux le protéger soit en France, soit en Europe, ou soit dans le monde. Évidemment, plus je vais avoir de produits qui vont être couverts par ma marque, et plus je vais avoir une étendue géographique importante, évidemment, plus le coût de la protection sera important. D'accord. La protection dure 5 ans et est renouvelable. Donc, au bout de 5 ans, je dis non, je continue à garder ma marque, et ce qui empêche évidemment les autres d'utiliser cette marque et de pouvoir l'utiliser. Mais par contre, ils pourraient l'utiliser pour d'autres produits que je n'ai pas protégés. D'accord. Est-ce qu'il est possible pour quelqu'un de s'approcher très près de la marque, d'accord, très près du nom? Est-ce que je pourrais m'appeler, vendre des ordinateurs ou produire des ordinateurs et m'appeler Microsoft et non pas Microsoft? C'est pas le même mot. Non, non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que la marque, elle est déjà déposée et je crois que dans la protection de la marque, on peut pas se rapprocher d'une marque concurrente sur le même. Vous avez raison. Hein. Alors, c'est pas c'est pas le fait d'avoir déposé la marque qui me protège. C'est simplement la loi de la concurrence déloyale qui m'empêche de profiter de la notoriété de quelqu'un, de la notoriété là de la marque Microsoft, de façon déloyale. Là, clairement, quand je m'appelle Microsoft et que je produis des ordinateurs, je risque de semer en plus dans l'esprit des gens une certaine confusion. Et tout ce que j'espère, c'est profiter de la notoriété de Microsoft pour pouvoir vendre mes ordinateurs. Et ceci, c'est répréhensible au titre de la concurrence déloyale. Ce n'est pas forcément la protection de la marque. Alors, bien sûr, si Microsoft n'avait pas protégé, là, j'étais complètement libre, hein, d'accord. Quoique, imaginons qu'un très bon restaurant n'a pas déposé le nom de son restaurant. Il s'appelle Chez Martin. Voilà. C'est un super restaurant. Il y a de nombreux clients. Et moi, je m'installe à côté, juste à côté, et je m'appelle Chez Martine. Pas possible non plus. D'accord. Parce que clairement, entre Chez Martin et Chez Martine, il y a très peu de différence. Et clairement, pourquoi j'ai choisi ce nom? Tout simplement parce que le restaurant d'à côté s'appelait Martin et qu'il fonctionnait très bien. Donc, je veux me servir de sa notoriété pour ramener des clients chez moi. Donc, pareil, ce n'est pas forcément un nom déposé, mais c'est quand même protégé au titre de la concurrence déloyale. Ça marche pour vous? Alors, évidemment, de temps en temps... Et monsieur, est-ce qu'on peut s'appeler Microsoft, mais on n'est pas sur la même segmentation de produits? On n'est pas sur les mêmes... Microsoft... Alors, il se peut aussi très bien, et c'est le cas à mon avis, comme Apple d'ailleurs, il se peut très bien que Microsoft ait protégé son nom de façon universelle. D'accord? Alors, évidemment, ça coûte cher, mais vu les milliards qu'ils engrangent, c'est pas un problème. D'accord. Je rappelle aussi que c'est le même principe avec les noms de domaine pour les sites internet. D'accord? Ouais. Les noms de domaine sont aussi protégés. Alors là, c'est les organismes type OVH, etc., qui vous ne pouvez pas prendre le même nom de domaine qu'un autre
qu'un autre nom. Il se peut aussi que le nom de la personne soit le nom de la marque. Je pense à notamment, par exemple, Pierre Cardin, d'accord? C'est le nom de la personne, mais aussi le nom de la marque. Et ça pose un problème. Ça a posé un problème juridique, parce que mon nom, c'est mon nom, j'ai le droit d'en faire ce que je veux de mon nom. Mais le problème, c'est que c'est aussi une marque. D'accord? Et que si la marque ne m'appartient plus, parce que l'on peut revendre une marque, d'accord? Et ça s'est passé pour du champagne. Alors, c'est Tétinger, voilà. C'est un grand champagne, mais Monsieur Tétinger, il existe. C'est lui qui a créé ce champagne, d'accord, au départ. C'est lui qui a créé les caves Tétinger, etc. Ensuite, il a revendu sa marque et ses caves de champagne. Et lui, il s'appelle Monsieur Tétinger. D'accord? Il a voulu recréer, je ne sais pas moi, 10 ans après, il s'est dit, oh, bah, tiens, je recréerais bien des champagnes. Bah, je vais les appeler comme moi, je m'appelle Tétinger. Et bah, il n'a pas pu. D'accord? Et là, c'est posé le problème de dire mon propre nom, j'ai plus le droit de l'utiliser. J'ai plus le droit de l'utiliser pour créer une marque avec mon nom. Quelque part, je me suis un peu. Au départ, ça a été porté devant les juridictions parce qu'il a dit bah non, mais mon nom, c'est à moi, mon patronyme, j'ai le droit d'en faire ce que je veux. Oui, mais c'est aussi une marque et la marque prévaut sur la liberté que vous avez d'utiliser votre nom ou pas. Voilà, pardon. Voilà ce qu'on pouvait dire. Monsieur, excusez-moi, juste une dernière question. Est-ce que tout le monde peut déposer sa marque sans avoir une entreprise? Moi, demain, je peux déposer, peu importe, en fait. Tout à fait, oui. Tout à fait. Vous pouvez déposer toute invention que vous avez, que ce soit une marque, que ce soit un brevet. Hein, vous avez inventé une nouvelle façon de, je sais pas, moi, de cuisiner les pommes de terre, une recette. Vous pouvez tout à fait la déposer, d'accord. Et à partir de là, elle vous appartiendra. Et si quelqu'un veut l'utiliser, il devra vous négocier avec vous pour l'utiliser. Mais il n'y a pas besoin d'avoir une entreprise. Un particulier peut, quelqu'un qui écrit un livre, il peut très bien aussi le protéger. Quelqu'un qui écrit une chanson aussi peut très bien la protéger. Un air de musique peut très bien le protéger de façon à ce que ne soit pas copié. Alors, la protection, vous verrez qu'elle a aussi une certaine durée, notamment pour les brevets, la durée est de 99 ans, non renouvelable. Ça nous fait notamment penser aux médicaments génériques. Pourquoi aujourd'hui vous pouvez fabriquer de l'aspirine avec la formule de l'aspirine sans aucun souci, sans devoir payer à celui qui a inventé la formule, tout simplement parce que le brevet est tombé dans le domaine public. Il y a eu la fin de la protection des 99 ans par l'INPI. On ne peut pas aller au-delà. J'ai inventé quelque chose, je vais pouvoir le protéger pendant 99 ans. Au bout de 99 ans, tout le monde peut l'utiliser. D'accord? Voilà sur la partie produit, marque, logo, protection. C'est quand même plutôt intéressant, c'est des choses sympas. Juste une dernière petite information. Il y a 2-3 ans, le sujet c'était trouver. Donc, on vous parlait d'un produit. Hein, alors, c'est toujours évidemment, ça tourne toujours autour des produits bio. Je crois que c'était des céréales, des barres de céréales bio avec des valeurs énergétiques, enfin, plein de choses. Et on a proposé aux candidats lors de l'examen de trouver un nom. Voilà. À la limite, ce n'était pas tellement le nom qui était intéressant, c'est que peu importe qu'il s'est trouvé quelque chose de super top ou quelque chose de moyen. Donc, il leur disait trouver un nom et donner un petit peu toutes les caractéristiques qu'une marque, que le nom d'un produit doit avoir. Donc, c'est un petit peu tout ce qu'on a cité là. Et est-ce que votre nom, il colle à ça? Voilà. Donc, ça doit être voilà, quelque chose d'assez universel, court, facile à prononcer, éventuellement déclinable dans plusieurs autres noms et surtout qui portent les valeurs du produit. Donc, ici, évidemment, tous les noms qui étaient avec du bio, qui étaient céréales bio, bio-céréales, bio-CC, enfin voilà, tous les noms qui étaient inventés par les élèves, il fallait évidemment retrouver un peu cette notion de bio ou de fait qu'il soit bon pour la planète, bon pour le corps, des choses comme ça. Donc, c'est ce qu'on attendait des candidats. Donc pour vous dire, voilà, vous voyez que ça peut aussi tomber à l'examen sous cette forme. Ça marche pour tout le monde? Bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée et puis on se retrouve, je pense, vendredi pour la partie politique prix. Merci, monsieur. Au revoir. Ciao.